comment faire passer la pilule? Les ministres montent au front pour défendre le plan d'économie de François Bayrou. Une stratégie de communication pour faire accepter certaines mesures jugées impopulaires et puis parfois mal comprises. Pourtant, cette communication n'est pas toujours très claire, voire carrément floue. Agnès Pannier-Runacher a recadré, pas plus tard que ce matin, sur France 2, Bruno Retailleau, invité des 4V. Elle est revenue sur la proposition du ministre de l'Intérieur de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Pardon, la course à l'échalote avec le Rassemblement national, ça suffit. Le fait de toujours taper sur les étrangers, ça suffit. On sait tous que l'aide médicale d'État, elle est nécessaire. On ne va pas laisser crever les étrangers devant la porte de nos hôpitaux. C'est inacceptable. Nous avons une devise, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, tout est dit. Voilà pour cette réaction d'Agnès Pannier-Runacher concernant Bruno Retailleau. On va en parler avec nos invités. Caroline Motte, éditorialiste politique à France TV. William Tay, politologue et fondateur du groupe de réflexion Le Millénaire. Ainsi que Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bienvenue à tous les trois. On vient donc d'entendre Agnès Pannier-Runacher. On voit bien que le gouvernement se met en ordre de bataille pour défendre les mesures annoncées par François Bayrou. Mais on l'a vu, on l'a entendu il y a quelques instants, c'est compliqué quand même quand on n'est pas sur la même ligne éditoriale, quand les ministres ne sont pas sur la même ligne. Alors, ce n'est pas la première fois que Agnès Pannier-Runacher recadre Bruno Retailleau. Elle l'avait fait déjà il y a 2 semaines après sa tribune sur les énergies renouvelables. Mais c'est très inflammable entre les deux. Voilà, c'est l'illustration parfaite dans ce gouvernement de 2 lignes totalement différentes, avec un ministre de l'Intérieur qui est très à droite, très conservateur, très dur sur l'immigration. Une ministre qui, elle, croit à l'écologie, croit à la fraternité, qui est avec Emmanuel Macron depuis le tout début, depuis 2016. Elle fait partie de cette aile gauche. Donc, pour elle fustige un petit peu ce discours populiste. Elle s'en cache pas de dire que Bruno Retailleau vient marcher un peu sur les terres du Rassemblement national. Et je vais juste vous livrer 2-3 confidences qu'on m'a données dans l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher. En fait, on affirme que la ministre, elle est obligée de monter au créneau comme ça contre lui parce qu'il dit un nombre de bêtises toutes les semaines incalculables. Il pense être subtil, mais il ne l'est pas. Et il perd des points avec ce type de sortie. Alors, pour revenir à cette communication qui est parfois floue, voire contradictoire, on a l'exemple du cafouillage sur la monétisation de la 5e semaine de congés payés. Alors, très vite, les syndicats ont vu rouge et on a vu le gouvernement devoir rétro-pédaler. William Tay. Là, le gouvernement a une difficulté parce qu'en fait, le plan de François Bayrou est impopulaire et le seul moyen pour éviter une censure du Parti socialiste et du Rassemblement national, c'est de convaincre l'opinion publique et notamment les électeurs du Rassemblement national et du Parti socialiste qu'il vaut mieux adopter un mauvais budget comme la dernière fois plutôt que d'avoir une censure. Et donc, si vous avez un gouvernement qui est incapable de parler de la même voix, qui est incapable d'expliquer les bonnes mesures, et capable d'expliquer les mesures dites impopulaires sur pourquoi elles seraient efficaces, et de toute façon, ils sont morts et ils vont tous perdre en même temps. Pannier-Runacher peut faire toutes les déclarations qu'elle veut. De toute façon, s'il y aura une censure, elle perdra son poste au même titre que Bruno Retailleau. De la même manière que la ministre du Travail explique sa mesure, en tout cas, il faut avoir une certaine cohérence gouvernementale. Et là, vous avez tombé directement sur la première difficulté, c'est que celui qui ne fait pas son travail et celui qui n'arrive pas à cadrer son équipe, c'est François Bayrou, parce que ce qui était une force au début de l'année l'est beaucoup moins au milieu de l'année, parce qu'en fait, il avait besoin notamment que les ministres aient une parole forte, puissent en fait parler à différents électorats, notamment c'est pour ça qu'il avait laissé Darmanin et Retailleau aller du côté droit, notamment pour obtenir la bienveillance du Rassemblement national. Et aujourd'hui, ce qui était une force au début de l'année, c'est en train de se retourner contre lui, parce que sans cohérence, il perdra son pari. Alors pour revenir sur ce plan de stratégie avec les ministres qui, en ordre de bataille pour essayer de faire passer auprès des Français ces mesures annoncées par François Bayrou, on va s'intéresser au champ sémantique. Le gouvernement, pour le moment, martèle qu'il s'agit d'un plan nécessaire et raisonnable pour lutter contre le déficit. On ne parle pas des mots qui fâchent, on ne parle pas ni de rigueur, ni d'austérité. On préfère parler de sincérisation budgétaire ou de rationalisation. Est-ce que vous pensez que les Français sont dupes, Catherine Tricot ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le début de la bataille d'explication. On peut dire qu'ils nous sortent tout un tas de contre-feux, chaque jour sa petite polémique, pour faire oublier quand même le fond de la proposition qui est faite, qui est quand même une proposition que tout le monde a pu comprendre comme visant absolument tous les Français, sauf les plus aisés. Parce que eux, non quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la semaine dernière, on a eu plusieurs informations qui étaient convergentes et dont il n'est absolument pas tenu compte dans le budget des propositions de François Bayrou. Que 211 milliards sont distribués tous les ans aux grandes entreprises, aux entreprises sans aucun contrôle,
On ne sait même pas vraiment. Il a fallu qu'il y ait une commission d'enquête au Sénat pour connaître le total. Parce qu'on ne savait pas si c'était 30 milliards, 100 milliards, 150 milliards. Finalement, c'est 211 milliards dont personne ne sait même pas, les entreprises souvent, à quoi il sert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France, moins de 10% de sa richesse est produite par l'industrie, alors qu'on nous avait annoncé que tout ça, c'était fait pour relancer l'industrie. Troisième information, jamais il y a eu autant de pauvres dans notre pays, plus de 15% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, tandis qu'en 30 ans, les 500 plus grandes fortunes ont multiplié par 14. C'est-à-dire que celui qui avait 5 milliards de biens en 1996, aujourd'hui, on a 170, c'est-à-dire le plus riche, et en moyenne, c'est multiplié par 14. Pour les 500 plus grosses fortunes. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel de l'effort, il est demandé aux chômeurs, aux retraités, à nous tous. C'est quoi l'effort demandé aux chômeurs? Vous allez voir l'assurance chômage, comment est-ce qu'elle va être matraquée. On va encore une fois... Non, mais c'est les futurs chômeurs, c'est pas les chômeurs actuels. Peu importe, c'est les 4e fois qu'on va faire une réforme du chômage depuis 2019. Les décrets d'application de la précédente, qui a moins de 6 mois, ne sont toujours pas publiés, qu'on annonce déjà la future réforme du chômage. Pour reprendre vos propos, Catherine Tricot. On nous casse la tête à tous, mais par contre, les plus riches, les ultra riches, ultra riches, ceux qui ont plus, par exemple, de 100 millions de patrimoine, à eux, on ne demande rien. Donc, je suis désolée, mais c'est ça la stricte vérité. Un plan et qui profiterait donc aux Français les plus riches et les plus aisés. Je vous sens donc très sceptique. Qui ne met pas contribution, et qui donc continuera d'alimenter la dégradation de notre pays. On va écouter les arguments de William Tay. Il y a plusieurs inexactitudes, Catherine. La première, c'est que le précédent budget avait mis en place ce qu'on appelle une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et sur les entreprises qui devait durer 1 an. Ce dispositif a été reconduit. Donc ça veut dire que l'effort qui avait été demandé... Non mais ça veut dire que l'effort... Attends, mais tu me demandes de répondre, donc je te réponds. Pas. Donc l'effort qui a été demandé, que tu dis qu'il n'existait pas, avait été demandé de manière exceptionnelle pour 1 an lors de l'adoption du dernier budget, a été reconduit. Donc, c'est-à-dire que l'effort que tu dis qui n'existe pas existe toujours. Ensuite, après, sur les différents chiffres que tu cites, tu dis que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé, notamment de 15%, je suis d'accord avec toi. Mais pour autant, les dépenses sociales en France n'ont jamais été aussi élevées, avec un chiffre qui est très simple. Les dépenses sociales en France ont passé entre 90 et 2022 de 245 milliards à 848 milliards. Donc, on n'a jamais autant dépensé pour le social et pour autant, on n'a jamais autant de pauvres. Peut-être qu'il faudrait revoir le logiciel. Et dernier point qui est important, lorsque Catherine dit que la fortune des milliardaires ont augmenté. En France, l'écart entre les déciles le plus pauvre et le décile le plus riche est de 30 avant impôt et avant redistribution. Il est de 4 après l'effort redistributif. Donc, ça veut dire que la France, quand même, redistribue et fait en sorte de pratiquer une politique égalitaire. Il ne faut pas parler du décile. Moi, je parle des 500 plus grandes fortunes. C'est-à-dire que quand on prend le décile, on prend les 10% les plus riches. Oui. C'est-à-dire ceux qui touchent plus de 4 400. Sauf que moi, je ne parle pas des 4 400. Je parle de ceux qui sont mais vraiment tout à fait en haut de l'échelle. Eux, ceux qui ont plus, par exemple, de 100 millions de patrimoine. Les députés avaient voté ce qu'on appelle la taxe Zuckman, qui leur demandait 2% de contribution. Le Sénat l'a refusé et le gouvernement l'a refusé. C'est-à-dire qu'en fait, on protège non pas les 10%, mais les 0,1%. C'est eux que l'on protège. Et on protège pourquoi? Moi, ça me fait suer parce que le résultat, c'est que notre pays voit son industrie s'effondrer, voit notre pauvreté s'aggraver, voit les inégalités se développer et les services publics ne pas se moderniser et on ne met aucun argent sur la transition écologique alors qu'il le faut. Maintenant, je regrette, mais ça ne va pas du tout. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, on ne peut pas continuer ça, on va dans le mur. On va abandonner quelques instants les ultra-riches, les milliardaires pour s'intéresser aux Français qui sont inquiets concernant leur pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort d'une dernière enquête Odoxa. On va en parler avec vous, Marion Delpech. Justement, alors qu'est-ce qui ressort de cette étude? Quelles sont ses conclusions? Eh bien, regardez, le premier renseignement qu'on découvre, c'est que 87% des Français, plus de 8 Français sur 10, ne font pas confiance à François Bayrou pour réduire la dette et le déficit public du pays. Et vous allez le voir, cette défiance, elle s'accentue, elle est particulièrement marquée chez les sympathisants du Rassemblement national, 89%, mais aussi de la gauche, 75%, soit les 2 familles politiques qui menacent le chef du gouvernement de censure à la rentrée. Le deuxième enseignement, c'est que 9 Français sur 10 estiment que ce budget
aura des conséquences négatives sur leur pouvoir d'achat, un sentiment présent quelle que soit la catégorie de revenus. Dans le détail, les autres points d'inquiétude concernent la dette et le déficit pour plus de la moitié des Français. On trouve ensuite la situation des services, l'économie française avec 70% des Français inquiets. Enfin, les services publics, leur état pour 77% des Français. Marion, comment les Français réagissent-ils aux mesures présentées en début de semaine par François Bayrou? Eh bien, les Français souhaitent que l'État et les plus riches contribuent à l'effort. Ainsi, 80% d'entre eux se disent favorables au gel des dépenses de l'État et des ministères. 79% d'entre eux sont favorables à la création d'une contribution de solidarité pour les plus fortunés. Ils sont en revanche 73% à s'opposer à la suppression de 2 jours fériés, 74% à s'opposer à un effort de 5 milliards d'euros pour les dépenses de santé. Enfin, sur la suppression des 3000 postes de fonctionnaires annoncés par le Premier ministre dès l'année prochaine, eh bien là, les avis sont partagés. Vous allez le voir, 23% des Français jugent cette mesure insuffisante, 33% la jugent proportionnée. Enfin, 43% la jugent excessive. Point important, précision importante sur ces suppressions de postes. Un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne serait pas remplacé. Merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions. Alors revenons donc sur les résultats et l'étude de ce sondage Odoxa. 8 Français sur 10 ne font donc pas confiance au Premier ministre, à François Bayrou, pour réduire la dette et le déficit public du pays. Ça veut dire quoi, Caroline Mott? Que quelque part, le vrai danger, le vrai tournant qui va attendre François Bayrou, c'est l'automne avec la présentation de son budget 2026. Bah oui, là on voit le niveau de défiance qu'il y a auprès des Français. Donc il faut s'attendre à ce que tout cet été soit consacré à l'explication de texte des réformes. Tout ça va... Qui n'est pas toujours très clair, on en a parlé il y a quelques minutes. En fait, voilà, l'objectif du plan de François Bayrou, c'est déjà de casser l'image d'immobilisme qu'il avait eue et d'expliquer, de faire de la pédagogie. On m'a confirmé auprès de Matignon que le Premier ministre ne prendrait pas de vacances, il serait sur le pont, dans son bureau ou sur le terrain. Donc tout cet été va servir à expliquer. Et il y aura évidemment cette épreuve de la rentrée avec la présentation du budget en Conseil des ministres le 1er octobre. En fait, on va voir si les Français sont prêts à se résigner à cet effort ou au contraire s'il va y avoir une colère qui va monter. Alors, on va revenir sur ce plan de communication, ce plan de pédagogie, donc avec des ministres qui, chacun dans leur couloir, essayent de défendre les ajustements de leur propre ministère. Alors, il y a aussi ce timing. Alors, il y a le vocabulaire, on en a parlé. On évite de parler d'austérité, on évite de parler de rigueur, de prononcer ces mots qui fâchent. Et puis, il y a le timing. Le plan est annoncé en pleine période estivale, période creuse, pour limiter peut-être les mobilisations sociales. Ce n'est pas un hasard aussi ce timing au mois de juillet. Non, je pense que c'est une question de... Ils ont besoin de temps pour faire 2 étapes de communication. La première, c'est de dire pourquoi est-ce que le budget est nécessaire. Et en fait, vous avez toute une étape de dire comment, c'est quoi, sur quelle pédagogie et quels sont les efforts qui vont demander à l'ensemble des Français. Avec l'image d'un gouvernement au travail durant tout l'été. Exactement, c'est ça voilà. L'objectif. L'objectif, c'est de dire que le gouvernement se bat pour les intérêts des Français et pour les intérêts de la France, basé sur 2 choses. Un, je pense que l'argument qui marchera le mieux, sur lequel ils vont insister, c'est que tout le monde va payer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégories qui sont exemptées, donc tout le monde va payer. Et le deuxième point, c'est que ce budget-là permet d'éviter de casser la croissance et permet de relancer la production. Et ils vont insister sur les 2. Ensuite, à partir de septembre-octobre, on aura un truc qui sera beaucoup plus politique. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être de transférer l'explication du budget sur un réflexe légitimiste pour dire si le budget n'est pas voté, il y aura une censure. La censure coûtera X milliards d'euros. Les fonctionnaires ne pourront pas être payés, la France ne pourra pas lever la dette, la charge de la dette va augmenter et quasiment le FMI va débarquer aux portes de Paris. Voilà, c'est ça à peu près, je pense, qu'ils veulent découper en 2 étapes. La première, c'est l'effort de pédagogie pour convaincre les Français, en tout cas augmenter l'adhésion des Français au budget pour atteindre à peu près 30-40% de soutien et notamment viser les électeurs du RN, éviter les électeurs du PS. Et deuxième partie, pour ceux qui sont encore récalcitrants, vous balancez tout et vous dites que la France va être amenée comme la Grèce. Voilà. Alors, on va revenir sur l'une des mesures qui fait beaucoup parler, c'est la suppression des 2 jours fériés, lundi de Pâques et le 8 mai. Laurent Saint-Martin, ministre délégué du Commerce extérieur, a justifié la suppression de ces 2 jours. Et pour lui, forcément, cette mesure va dans le bon sens. On va l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la suppression des jours fériés? Il y a quelque chose de structurel dans notre pays. Il y a la nécessité de travailler plus. Écoutez, c'est très simple. Notre pays est en déficit chronique parce qu'il ne produit pas assez par rapport à nos dépenses de protection sociale. On a besoin de travailler davantage pour créer de la richesse, pour faire rentrer effectivement du produit fiscal et social dans les caisses de l'État, pour pouvoir permettre de les redistribuer. C'est assez simple comme équation. Les Français le comprennent très bien. Et on ne travaille pas assez par rapport à nos voisins.
Les arguments Laurent Saint-Martin vous ont-ils convaincu, William Tay? Il y a deux parties. La question de la suppression... Vous aurez la parole, je vous promets que je vais vous poser la question. Il y a deux parties. La suppression des jours fériés est très impopulaire. Vous avez 75 à 80% des Français qui sont contre, notamment portant sur deux arguments. La première, c'est qu'en fait, l'effort est une forme d'augmentation d'impôts pour l'ensemble des Français, donc ils considèrent qu'ils doivent travailler plus, alors que l'État ne réduit pas son train de vie et ne réduit pas assez ses dépenses. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième point de difficulté qu'ils ont sur la suppression des jours fériés, c'est que les jours qui sont choisis sont polémiques à la fois à droite et en partie au centre et à gauche. Pourquoi ? Parce que le 8 mai, on célèbre la chute du régime nazi. C'est ça, exactement. Et donc, vous avez une partie de la gauche qui estime qu'ils ont été élus notamment pour lutter contre le Rassemblement national et que dans cette lutte du Rassemblement national, il faut sauver toutes les luttes contre l'extrême droite, à commencer par le 8 mai et la lutte contre le nazisme. Et le deuxième point, c'est qu'une partie de la droite n'est pas contente, notamment c'est pour ça que le Rassemblement national a dit qu'il censurait le gouvernement s'il s'obstinait sur la suppression des jours fériés, c'est que vous avez beaucoup d'électeurs catholiques qui sont contre la suppression du lundi de Pâques, notamment en regard de ce qui s'est passé des derniers événements et du décès de Pape François qui avait une portée symbolique, le fait qu'il soit décédé le lundi de Pâques. Catherine Tricot, je me tourne donc vers vous et je vous donne la parole. Le gouvernement tente de temporiser, en tous les cas pour convaincre sur ces mesures annoncées par François Bayrou. Il précise qu'il y aura des exceptions sur la défense, sur l'écologie, sur la sécurité, et que ces domaines-là, ces ministères-là resteront, en tous les cas, leurs budgets resteront sanctuarisés. Bon, pas sanctuarisés pour ce qui concerne la défense, si j'ai bien compris, puisqu'il va augmenter. Oui. Donc on ne va pas acheter des nouveaux Canadair, mais on va acheter des nouveaux bombardiers pour lancer des bombes. On est d'accord, c'est bien ça le truc. Hein. Donc, pour se protéger de la menace intérieure terroriste et notamment russe extérieure. Sachant que la menace du feu, elle n'est pas hypothétique et pour demain, elle est maintenant. On a 30 Canadair qui ont 30 ans d'âge et qui doivent être renouvelés, qu'on ne renouvelle pas par décision de Gabriel Attal et que pour l'instant, qui n'a pas été remise en cause. Moi, tout ça, ces histoires de le jour férié, quel jour férié serait le mieux, le moins, etc., tout ça, c'est de l'enfumage. C'est pour nous faire parler d'autres choses. Je redis le chiffre de 211 milliards qui sont distribués aux entreprises. Le Sénat, les sénateurs ont voté à l'unanimité les 26 recommandations, dont une, par exemple, de diminuer d'un tiers ces aides. Un tiers de 211, 70 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que cherche le gouvernement actuellement. Donc, premièrement, ça veut dire qu'on ne tape pas aux bons endroits. Deuxièmement, il y a quand même un problème structurel d'affaiblissement économique de notre pays et on ne fait pas les efforts aux bons endroits. Le fait que la France voit sa production industrielle continuer de s'affaisser, je regrette, mais ça ne va pas. Le fait qu'on promette de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, compte tenu du... 3 sur 3. Un fonctionnaire sur 3, pardon. Un fonctionnaire sur 3, compte tenu du nombre de professeurs qu'il y a dans notre pays. Ça veut dire que c'est notamment les professeurs qu'on ne va pas remplacer. C'est notamment dans l'éducation nationale que ça va taper. Et ça va taper alors que c'est la préparation du futur. Donc on ne prépare pas sur le plan écologique, on ne prépare pas sur le plan d'éducation et on rabote sur le plan de la santé. C'est-à-dire que les éléments qui sont les plus structurants pour permettre à notre pays de repartir, on ne le fait pas. Et on dédouane Emmanuel Macron qui, depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron dirige l'économie de notre pays. Il était ministre des Finances, avant d'être conseiller de François Hollande, puis ministre des Finances, puis président de la République. Ça fait 10 ans qu'il nous fait... Oui, parce que j'inclus la période où il était ministre des Finances. Donc ça fait 10 ans que Emmanuel Macron dirige la politique de la France, que cette politique se traduit par une poussée des inégalités, par un affaiblissement économique de la France. Donc je regrette, mais là, il y a quelque chose on ne peut pas continuer de poursuivre cette politique qui nous a mis dans le mur sans s'interroger sur le fond. Et je crois que si les Français sont en défiance et ne sont pas convaincus, c'est parce qu'en fait, on continue de nous dire « ça n'a pas marché ». Mais on va accentuer, on va aller un peu plus fort. Là, vous allez voir, ça va être bien. On va vous serrer encore un peu plus la vis et on va taper sur les chômeurs, on va taper sur les retraités, on va taper sur les salariés au lieu de s'attaquer à la vérité, c'est-à-dire aux investissements structurels sur notre pays, dans la recherche, dans le développement de l'industrie, dans la formation des jeunes, etc. C'est ça qu'il faut faire et ce n'est pas ce que prévoit de faire le gouvernement.